Nicolas Bedos, bonjour. OSS 117 en clôture du Festival de Cannes, c'est-à-dire une comédie, c'est-à-dire ce moment où on monte les marches, on en a rêvé toute sa vie. Ça fait quoi, une comédie en clôture du Festival de Cannes? Ça raconte quoi du cinéma? Ça raconte quelque chose de Thierry Frémaux et de Pierre Lescure qui ont, il y a quelques années, décidé d'inviter dans la danse très autoriste, très sociétale de la programmation du Festival de Cannes, inviter voilà, un peu d'oxygène, de divertissement. J'en ai profité avec La Belle Époque. Mon ami Gilles Lelouch en a profité en pouvant programmer, en diffuser Le Grand Bain. Valérie Le Mercier, cette année, a pris la place avec Aline. Et cette clôture, comédie pure, ça raconte quelque chose, voilà, sur la porte ouverte, disons, du Festival de Cannes, sur des films plus publics. Voilà, avec une narration, je dirais, parfois plus clémente à l'égard des nerfs des spectateurs. Oui, pas forcément le truc pensé Oui. pour les cinéphiles et Voilà, uniquement pour les cinéphiles. Voire même pour faire mal aux spectateurs, mais ce qui est quelque chose que j'applaudis. Je pense notamment à Titane, le film de Julia Ducournau, que je connais bien, et qui sont des films qui représentent des expériences sensorielles et parfois des épreuves même nerveuses. Le cinéma est là pour ça, mais le cinéma est là peut-être aussi pour parfois donner envie d'aimer, de rire, de vivre. Voilà. Et OSS en clôture, mais alors ça représente aussi, pour dire totalement la vérité, un peu d'appréhension, parce que contrairement à l'édition précédente où j'allais avec La Belle Époque, comment dire, je ne rougissais pas de l'aspect extrêmement personnel, en fait, finalement, de ce film, qui était un film, comme disait Frémaux, d'auteur populaire, mais qui était quand même un film d'auteur. Là, OSS, sachant qu'on passait après la cérémonie de clôture, c'est-à-dire, je savais que des gens comme Farhadi, comme l'extraordinaire cinéaste coréen qui interroge la maladie du monde, etc., j'ai monté les marches en me disant, est-ce qu'on va pas tomber comme un cheveu sur la soupe, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indécent ou d'insolent à arriver avec un film apparemment très léger dans une atmosphère un peu plus lourde. Mais d'ailleurs, c'est un mélange assez particulier, parce qu'on sent bien que ce film a été travaillé, chaque plan est pensé, les images sont absolument magnifiques, il y a un travail de montage qui est extraordinaire, pour faire rire, faire plaisir, pour un spectacle qui doit être familial, où tout le monde doit y trouver son compte. En plus, dans la lignée de deux autres films, ce qui est sans doute pas évident, c'est-à-dire garder l'identité d'OSS 117 tout en y apportant, j'allais dire, cette qualité cinématographique, cette envie de faire un beau film. Voilà, l'envie de faire un beau film, comme vous dites, ça m'a guidé pendant 2 ans, 1 an et demi, de partout, sur le choix à la fois de la pellicule, des cadres, des mouvements. La musique m'a pris un temps fou, parce que j'avais envie, voilà, d'une espèce de fluidité. Quant à la lourde responsabilité de prendre la suite de quelqu'un d'autre, j'étais quand même garde-fouisé par la présence de Dujardin, qu'il connaît son OSS sur le bout du sourcil, et celle de Jean-François Alain, le scénariste des 2 précédents, et puis les producteurs. Ce qui est assez à la fois nouveau, excitant et parfois pénible dans cette expérience que j'ai vécue, c'est que c'est un film assez collectif dans le fond. Pas sur les décisions formelles, ça c'était mon boulot et je m'y suis engouffré voilà, de façon viscérale, mais pour le reste, l'écriture, les choix, les décisions concernant le scénario, voire même parfois un peu la mise en scène, quand j'ai commencé à expliquer mon dispositif, tout le monde donne son avis. Gaumont, les frères Atmayer, Dujardin, c'est l'enfant de tout le monde un peu ce film. Contrairement à ce que je fais moi depuis toujours, que j'écrive des pièces, que je fasse des chroniques à la télévision avec vous, ou que je fasse du cinéma, j'ai toujours été, à partir du moment où on me faisait confiance, j'étais tout seul à la tête du navire, quoi. Là, non, il faut un peu que les décisions soient validées de façon assez collégiale. Alors bon, l'inconvénient, c'est que moi, c'est pas totalement ma nature. Je suis pas une espèce de très grand diplomate de la décision artistique. L'avantage, c'est que ça a peut-être en effet encouragé cette, je dirais, cohérence avec les 2 précédents. Oui, c'est ça. C'est quoi la cohérence d'OSS 117? Qu'est-ce qui fait l'identité d'OSS 117 et qu'est-ce que vous avez essayé d'apporter dedans? Ce que je
peut dire là-dessus, enfin sur l'ADN d'OSS 117, ça n'est que mon avis. Je veux dire, peut-être que Michel Hazanavicius en aurait un autre et que Jean-François Alain encore un autre. Bon, enfin, on en a quand même beaucoup parlé les uns et les autres. Je pense que c'est d'abord quelques traits de caractère du personnage. Alors, j'y reviendrai, parce que c'est peut-être là où je suis un peu intervenu. Oui, je pense. Et d'autre part, il y a faire très consciencieusement, sur le point de vue formel, c'est-à-dire en épousant le style de l'époque où l'intrigue se déroule, faire très consciencieusement sur le point de vue formel une vaste bouffonnerie. Je pense que c'est un peu ça, en tout cas, qui m'avait marqué quand je les ai vus, moi, tout jeune, en salle, et qui revient beaucoup quand même dans la façon d'en parler de gens depuis des années que je le fréquente, c'est on essaye du mieux qu'on peut de faire un objet cinématographique, quand bien même serait-il contenu de répliques absolument débiles et de choses voilà, d'une farce. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Si on prend par exemple le personnage de Johnny English en Angleterre, qui est aussi avec Rowan Atkinson, un espèce de sous-James Bond un peu foireux, etc. Mais là, pour le coup, sur le point de vue formel, je ne pense pas que les cinéphiles ou les spectateurs, même lambda, puissent totalement s'y retrouver. Il n'y a pas autant de références au cinéma de divertissement de l'époque. Là, il y a tout de même un truc, déjà, ce qu'a apporté Hazanavicius, c'est-à-dire la transformation du personnage même d'OSS 117, qui au départ est quand même un espion américain, qui devient français au cinéma. Ça, on le ressent peut-être encore plus dans votre film, ce choix du passage à un personnage français. Parce que le rapport à la France, il est très particulier dans ce film. C'est-à-dire qu'en gros, la France est montrée dans tous ses aspects les moins reluisants. Oui. Mais en assumant parfaitement et sans aucune volonté de salir volontairement. On n'est pas là en train de se fouetter, mais on regarde en face ce qui a été. Oui. Oui. Alors ça fait partie des choses qui m'ont ému. Suite à la projection, on a fait une espèce d'énorme fête où on a invité plein de gens qu'on estime, qu'on aime, puis des amis, puis l'équipe aussi. Et il y avait notamment chez les gens, je dirais, de plus de 60 ans, voire de plus de 70 ans, une réception très particulière du film. C'est-à-dire que beaucoup m'ont dit que, et ça, c'est vrai que je ne m'y attendais pas à ce point, même si ça a été fait pour, hein, mais que ça les avait fait un peu réfléchir, que ça leur avait renvoyé une sorte de miroir un peu déformé de leurs propres attitudes ou des attitudes de leurs oncles, de leurs parents, etc., durant une période qu'ils ont vécue, qu'ils ont connue, qu'ils ont parfois pour certains traversée. L'aspect politique du film, je dois dire qu'on y a beaucoup pensé en préparation, en le faisant, mais depuis qu'il est terminé, finalement, on en parle peu. Notamment la presse, d'ailleurs, qui parle très peu de cet aspect-là. Le côté, on revisite quand même une époque très particulière. C'est le meilleur portrait de la France-Afrique que j'ai vu jusqu'à présent. C'est quand même, ça raconte tout. Et alors ça, c'est le fruit aussi d'une énorme documentation de Stéphane Rosenbaum, mon chef décorateur, de moi-même, des détails, la façon dont j'ai décidé de réécrire le personnage du dictateur, qui était au départ une espèce de général à la Amin Dada, très fort. Et ça m'a vachement intéressé suite à des choses que j'avais lues et vues, un documentaire aussi sur les dictateurs de cette époque-là, d'en faire un intellectuel, pas du tout impressionnant physiquement, quelqu'un qui a dansé à Saint-Germain-des-Prés durant ses études à la Sorbonne, plein de petites choses comme ça qui, bout à bout, en effet, je crois, racontent un petit peu cette époque que je n'ai, moi, pas connue, mais qui m'a permis quand même d'envoyer des petits clins d'œil aussi à mon père sur l'Algérie française qu'il a tant décrié, puis regretté. Tout ça est très ambivalent, très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est que, pour vous faire un aveu à vous, parce que je suis libre avec vous, j'avais envie à la fois qu'on s'y sente bien dans le film, ce qui veut dire quand même un petit fond de nostalgie, d'un rapport à la vie, d'un rapport pas aux autres et pas certainement pas aux colonies, comme il disait, mais disons, moi c'est vrai que j'aime baigner dans un certain passé, dont j'ai parfois, et je le confesse, la nostalgie quasiment sensuelle, quasiment gustative, quasiment vestimentaire même parfois, les couleurs, tout ça. Donc je voulais
réveiller les saveurs un peu nostalgiques de cette époque-là. Et en même temps, évidemment, c'est une énorme satire, frontale, évidente, bête et méchante, du gros con de ces années-là. Je dirais pas bête et méchante, ne serait-ce que parce que le personnage du dictateur est lui aussi très intéressant et beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît au départ. C'est-à-dire qu'il joue avec le principe de la France-Afrique. Il a une façon de mettre en concurrence les puissances occidentales que je trouve absolument formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On n'est pas, sans mauvais jeu de mots, dans le noir et blanc là-dedans. Ah bah c'est même, enfin c'est comme ça que je l'ai Tout le monde est pour lui déjà. Il est le plus pervers, le plus intelligent personnage du film. Tous les autres sont à la ramasse à côté de Bamba. Il a une... oui, il jubile même de sa propre mesquinerie. J'en profite d'ailleurs pour applaudir le talent d'Habib Mbele qui n'a pas pu être là. J'aurais adoré qu'il monte les marches parce que c'est un homme très touchant, c'est un homme d'une très très grande modestie, qui lui-même d'ailleurs s'est présenté aux élections dans son pays il y a quelques années. Enfin, c'est un personnage. Hein. Mais bon, oui, il fallait en effet quand même un tout petit peu compliqué. Pour venir un peu à ce que vous parliez, à ce que vous me demandiez, où j'étais un tout petit peu intervenu dans l'ADN d'OSS, oui, il m'a semblé qu'il était peut-être temps, étant donné que le personnage, en même temps que Jean Dujardin, avait vieilli, peut-être de profiter un tout petit peu des failles, voilà, des brûlures, sans psychologiser Hubert Bonisseur de la Batte, disons qu'on ne pouvait pas faire comme si cet homme n'était pas, dans les années 80, confronté à davantage d'adversité que dans les années 60. Dans les années 80, c'est quand même le féminisme, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est bientôt les radios libres, c'est plein de choses. C'est la féminisation quand même de certains hommes dans leur rapport aux femmes. Donc cette espèce de gros macho, séduisant s'il en est, voire même parfois attendrissant, voilà, il m'a paru quand même nécessaire de lui mettre de lui faire vivre quelques douleurs, quelques turbulences internes. C'est même plus que ça. C'est-à-dire que d'abord, vous le transformez, en fait. Dans le sens où, justement, il me semble que dans les deux films précédents, il est davantage attendrissant. Là, vous avez quand même un certain plaisir à en faire un gros connard. Disons qu'il est un peu passé, moi j'avais dit, on va le faire passer un peu du grand con au vieux con. Voilà. Il y a un petit côté vieux con, il sent un peu plus le gigot d'agneau. Il y a un petit... Il est un peu dépassé. Mais moi, vous dites qu'il était plus attendrissant dans la précédente. Sans doute, moi je ne suis pas attendri par Hubert, parce que c'est quand même un connard, mais je le trouve, et ça m'a intéressé d'emmener Jean vers le pathétique. Il n'y a pas eu, justement, voilà, je me posais la question, est-ce qu'il n'y a pas eu une difficulté d'interprétation du personnage entre vous et Jean Dujardin? Parce qu'on sent que Jean Dujardin, il aime son personnage. Oui. On sent qu'il aime bien jouer ce macho beauf, mais qui, malgré tout, incarne le cinéma français. Il y a le côté Belmondo qu'on ne peut pas détester. Vous en faites autre chose. Ça a été une grande conversation, ici même, à Cannes, il y a 2 ans, quand on préparait le film. On a parlé de ça, du côté, voilà, il a senti que je voulais, voilà, un peu, être un tout petit peu plus cruel avec son personnage. Et suite à une très longue conversation, très amicale, où il a vu qu'il avait aussi ses belles monderies, il y avait tout ça, et tout d'un coup il a dit oui à ce mélange. On a fait un peu le tour comme ça des différentes séquences, sincèrement je crois qu'il a apprécié cette direction. Il a apprécié cette direction qu'on prenait, voilà. Il l'a tellement apprécié qu'il l'a même appuyé parfois dans certaines scènes avant même que je mette mon grain de sel. Et puis il y a, vous savez quoi, il y a aussi tout simplement parfois le temps qui est passé sur son propre visage. Et je pense qu'il y a des choses qui ont échappé à Jean et qui nourrissent cette lecture que vous faites du personnage. Je crois que parfois j'ai même eu à rien dire du tout. Et je ne suis même pas sûr que ça soit totalement conscient. Je pense que Jean nous offre aussi tout simplement le fait qu'il est plus riche, plus fragile peut-être aussi aujourd'hui. Moins fragile et plus fragile. Moi j'ai revu un peu, mais pas trop, les 2 précédents.
il y a une tension, une nervosité de jeune comédien, de tout jeune Bien comédien qu'il est, au moment notamment du premier, où il a 30 ans, si je ne m'abuse, ou 30 et quelques années. Oui, c'est ça, c'est 2006 le premier. Il n'a pas fait grand-chose. Donc il est... je le connais assez bien pour voir qu'il y a une... Là, il est en totale possession de ses moyens. Sur le tournage, d'ailleurs, l'équipe était assez fascinée. Il arrive... il maîtrise tous ses effets, chaque levée de sourcil, sa voix. Il en fait beaucoup moins d'ailleurs dans la composition d'OSS. Il n'a plus besoin de parler comme ça. Il parle presque comme dans la vie. Et il donne finalement sa chance aux répliques qui le modifient naturellement. Donc c'est plus une musique au niveau... Parce que les gens prenaient la voix des doubleurs de Paul Newman. Enfin, il a tout un marché qui est assez intéressant, amusant à connaître. Un coup Sean Connery, puis après ça a été le doubleur de Paul Newman dans L'Arnaque, pas dans... mais bon, bref. Et là, il a réduit la part de composition sonore, tout en gardant une musicalité différente. Voilà, en tout cas, les acteurs nous donnent aussi... Dieu sait que les acteurs peuvent être parfois difficiles à vivre, et presque même parfois comment dire, des embûches sur le chemin de la scène que l'on rêve de tourner, mais c'est très souvent des cadeaux, des faits, parce que voilà, donc ce vieillissement, cette vulnérabilité un peu pathétique intérieure, je crois que Jean emporte une partie en lui-même naturellement. Mais est-ce que c'est pas aussi justement l'époque qui a totalement changé entre les deux premiers OSS 117 et celui d'aujourd'hui? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut encore être un tout petit peu attendri aujourd'hui par un type qui fout la main aux fesses des nanas, qui sort des horreurs, qui est en fait absolument le contraire de toute notre époque? Oui. C'est-à-dire que ce n'est plus perçu comme ça l'était dans les début des années 2000. Tout à fait, on le savait. Alors, il est vrai qu'il y a eu une accélération vertigineuse de cette révolution néo-progressiste ou progressiste, alors que le film était déjà tourné. C'est-à-dire que aux sociologues ou aux intellectuels dont vous faites partie, de l'expliquer, de l'analyser, de le décrypter, il y a indéniablement eu une sorte, peut-être hasardeuse ou pas que, valse entre le confinement et cette espèce de remise à niveau totale du logiciel sociétal concernant notamment le rapport aux femmes, même si elle était déjà en marche suite à l'affaire Weinstein, mais enfin, oui, il y a quand même des choses que vous en jouez volontairement dans le film. Bien sûr, il y avait déjà plein de choses qui étaient en place. Mais bon, on a quand même écrit ce film, surtout Jean-François Alain, mais après on a mis un petit peu notre grain de sel. On a écrit ce film avant Adèle Haenel, avant plein de choses qui se sont passées depuis. Donc, mais on savait déjà quand même, voilà, que c'était plus le même, que ce ne serait pas le même accueil, que ça ne serait pas le même regard. Et j'ai envie de dire, je trouvais ça intéressant. Qu'est-ce qui va se passer autour d'OSS 117 si on le refait maintenant? Ça a fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté. Et non pas des raisons pour lesquelles j'ai hésité. Parce que je trouve qu'il faut défendre les couleurs de l'humour libre coûte que coûte, viscéralement. Jusqu'à ce que mort numérique s'en suive. C'est-à-dire que là, on a en fait un cas d'école. On va bien voir quelle sera la réception, en effet, du film, sachant que le film ne comporte pas la moindre ambiguïté. Le personnage de Zéphirine incarne le féminisme, l'antiracisme, il y a tout. Il est impeccable, le film. Oui. Mais il y a du second degré. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce que nous sommes dans une époque qui accepte encore le second degré et qui comprend qu'on peut proférer des phrases histoire de se moquer du sexisme et du racisme. Mais oui, parce que malheureusement, moi je suis très, évidemment, enfin, je veux dire, ce serait une connerie de dire le contraire, je suis complètement, enchanté par le fait que des prises de conscience se multiplient autour de sujets importants, nécessaires, graves. Le problème, c'est que on a tendance à jeter l'humour dans l'eau du combat. Voilà.
jeter la liberté artistique, globalement, la liberté intellectuelle dans l'eau du progrès des idées. Alors vous dites, est-ce que l'époque peut comprendre ça? En tout cas, je connais, je sais que un public peut comprendre ça. Nous avons déjà quand même expérimenté la projection du film, et nous l'avons fait pour les gens qui le comprennent. Est-ce que Twitter, est-ce que les relais, les vassaux journalistiques de Twitter vont s'engouffrer ou non dans une remise en question du premier degré, du deuxième degré, du troisième degré, du quatrième degré? J'ai envie de dire, peu me chaud. On fait des films pour les spectateurs, pas pour Twitter. Je suis à peu près certain, en tout cas, on est tous à peu près certains, qu'il va y avoir une armée, une multitude de levées de boucliers, de chantres victimaires, dont la mauvaise foi est quasiment un outil de travail. Et je vais regarder ça, non pas avec plaisir, parce que je suis toujours triste de voir l'écho que peuvent avoir des gens malhonnêtes intellectuellement, mais sans avoir envie de me suicider. Parce que, enfin, je veux dire même en tout cas de m'excuser. Comme vous le dites, Natacha, quand on se sent droit dans ses bottes et qu'on ne fait finalement que poursuivre la méthode de nos grands maîtres que sont Molière, même Tchekhov, et tant d'autres, Black Edwards, Woody Allen, et je pourrais en citer 12, 20, 30, qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui font mine de ne pas comprendre le principe même de la satire et de la parodie? C'est difficile de parler avec des cons. C'est toujours très difficile, d'autant qu'ils sont très nombreux. Ça vous arrive souvent, non? Ils sont très nombreux, et il y en a de tous les côtés, parce que vous allez des vous cons retrouver... et des faux culs. Bien sûr. En général, les faux culs sont peut-être beaucoup plus nuisibles que les cons. Enfin, je me pose la question, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le pire? Quelqu'un de mauvaise foi, on en connaît dans ce métier, y compris oui, dans les médias, etc. C'est difficile, quelqu'un qui vous regarde droit dans les yeux et qui sait ce que vous voulez dire et qui fait mine de rien entendre. De ne pas comprendre. C'est affreux, parce qu'on a envie d'arracher les yeux. Mais c'est ça que vous allez avoir. C'est ça que vous allez avoir. On va vous expliquer que les gens en fait, on est des gros racistes. Voilà, et que les gens qui viennent voir votre film se délectent des phrases racistes d'OSS 117. Je sais bien. Les Arocs ont commencé ce matin avec un papier au vitriol, disant que nous faisons notre beurre sur le racisme des Français. Dire ça au fils de Guy Bedos, dont l'antiracisme parfois vous a paru extrêmement convenu, j'en conviens, mais c'est quand même fort de café. Mais bon, oui. D'autant que, encore une fois... Vous pouvez tout reprocher à mon cher père paternel fraîchement disparu, sauf de ne pas être honnête là-dessus. Et Dieu sait qu'il y aurait des choses à dire sur parfois, je dirais, des facilités d'engagement liées à l'époque notamment. Et voilà, on pourrait en discuter, ça serait un autre débat. En revanche, il y a un truc qui était vrai, moi je l'ai vécu de l'intérieur, parce que c'était mon ami, et il était là, sous mes yeux, avec ses larmes, avec ses rires, avec tout. C'est qu'il a été profondément choqué par le comportement. J'en parle à dessein, parce qu'il a été profondément choqué par le comportement de son beau-père et de sa mère en Algérie française, avant la guerre, qui avait quand même un portrait du maréchal Pétain dans la salle à manger. On dînait sous les moustaches, et ça m'a été confirmé par ma tante et par beaucoup de gens de la famille. Et il a été ouvert à l'antiracisme par une institutrice qui l'avait hébergé pendant les vacances, parce qu'elle faisait en même temps un truc pour qu'il ait de meilleures notes, et sa mère l'avait laissé là-bas. Et tout d'un coup, il a été, entre guillemets, à l'époque, ça voulait dire quelque chose, gauchisé par cette femme qui était une humaniste, en fait, qui était une femme de cœur, qui lui a donné ses premières notions. Et quand il est revenu à la rentrée et qu'il a réentendu sa famille de bourgeois algérois dire « Oh putain, les Arabes et les Juifs qui s'entretuent entre eux, ça sera toujours ça de gagner », il a fini par sentir un schisme en lui-même. Donc il avait vraiment ce truc viscéral. Et ça l'empêchait pas de faire vacances à Marrakech, et quand on regarde les sketchs de Coluche, tout ça. Alors, je sais que la nouvelle lecture, le crypto-gauchisme, pour employer des formules totalement calcinées, en tout cas le néo-progressisme,
n'en a rien à foutre des références, fut-elles extrêmement éclatantes, comme celle de Desproges. Non, 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 c'était avant. Laissez tomber, on n'en a rien à foutre. Que vous dire? Que vous dire? Si je vous dis, vous êtes une pédophile, qu'est-ce que vous allez pouvoir répondre à ça? Ça va être compliqué de prouver que non. Que pouvez-vous répondre à ça quand on va chercher des mauvaises intentions dans quelque chose qui ne fait que perpétuer le rire satirique qui a toujours eu lieu? Parce que le problème, c'est pas justement de perpétuer. En fait, toute la question est là. C'est-à-dire ce que ces gens reprochent à cet humour, c'est de perpétuer, c'est-à-dire de s'inscrire dans une filiation. Or, votre cinéma, et même OSS 117, s'inscrit dans cette filiation. Oui. La façon dont vous racontez, c'est d'ailleurs très marrant, la façon dont vous racontez l'arrivée de Mitterrand, l'époque giscardienne, on sent en permanence la mémoire de cette époque qui a été la grande époque pour votre père, celle où vraiment, où il, justement, il menait un combat. Et vous perpétuez tout cela. Je pense que l'inscription dans une mémoire est quelque chose qui devient aujourd'hui louche. Très juste, très juste, très juste. Et on va continuer à vivre comme on aime vivre, on va continuer à penser ce qu'on pense et à faire des films si, des fois, on parvient à les financer. Et il y a, je le sais, je le sens, je le hume, je le crois, une foultitude de gens qui ne se reconnaissent pas dans cette lecture-là de l'humour, de la littérature, de l'art en général. La cancel culture choque énormément de gens que je croise quotidiennement, et des gens de toutes sortes, des jeunes, des moins jeunes, des gens de gauche, des gens de droite. On est tous paumés en ce moment, que ce soit des anciens progressistes, plutôt type socialo, que j'ai parfois dans mon équipe, parmi les acteurs avec lesquels je tourne, et qui sont sur l'échiquier, je dirais, des valeurs, sur l'échiquier politique même, totalement désemparés, totalement désorientés. Est-ce que c'est pas même c'est pas seulement l'humour qui est remis en cause par ce mouvement-là, c'est la possibilité même d'une œuvre d'art, c'est-à-dire de ne pas être dans le message politique au moment où on raconte une histoire. Vous savez, c'est pas complètement nouveau, parce que moi, pour m'être intéressé quand même à l'histoire du cinéma, du théâtre notamment, et de la littérature, il y a eu un moment où les Sartriens, par exemple, essayaient de guillotiner tous ceux qui se hasardaient à une certaine liberté romanesque en parlant d'amour, de famille, tout ça était bourgeois, etc. Et tout ça était ralouf, pas bien, mal, ta gueule. Le style même a été à un moment donné remis en question. C'est pour ça d'ailleurs que depuis des années, bien avant la radicalisation de certains mouvements actuels, très comment dire, enivrés par les réseaux sociaux. Bien avant ça, j'ai toujours dit que j'étais un lecteur de droite et plutôt un électeur de gauche. Donc, moi, je me sentais déjà plus séduit par des gens comme Nimier, même parfois comme cet horrible Paul Morand. Je parle de l'homme, mais dont le style des nouvelles m'a enchanté. Donc de toute façon, mais il y a eu déjà, au moment de mai 68 aussi, quand on a essayé de virer Villard d'Avignon, Villard qui a quand même créé le Théâtre National Populaire. Donc le néoprogressisme robespierriste, délirant, radical et débile, il donne pas ses premières preuves en 2020, 2021. Hein. François Truffaut, qui aujourd'hui est canonisé dans le cinéma français, par exemple. Moi, je m'y suis beaucoup intéressé parce que j'ai eu la chance que ça... D'abord, parce que je suis très proche de Fanny Ardant, qui a partagé sa vie et qui a joué dans certains de ses grands films, et aussi parce qu'il se trouve que sa première femme m'a témoigné son estime au moment de la sortie de La Belle Époque. Donc je me suis beaucoup intéressé à Truffaut. Truffaut, qu'aujourd'hui on a mis sur un piédestal parce que Louis Garrel et toute la branchitude du cinéma français le met là-haut.
Truffaut, il a été à un moment donné totalement bousillé par la critique. Quand il fait le dernier métro, on lui dit mais comment pouvez-vous faire un film voilà, de bourgeois alors qu'il il se passe tant de choses et que tous les camarades de la Nouvelle Vague étaient allés vers des films beaucoup plus, je dirais, premier degré, vociférants, immédiatement donneurs de leçons, etc. Donc c'est pas neuf. Je pense que c'est peut-être, j'ai l'impression, enfin c'est à vous de me le dire parce que vous êtes une analyste beaucoup plus pertinente, enfin beaucoup plus musclée que je ne le suis, attentive surtout. Euh, Est-ce que ce mouvement est beaucoup plus important que cela, selon vous? Je pense qu'il est différent. Je pense qu'il est différent parce que justement, il est dans une rupture et un effacement, une table rase du passé plus radicale encore que ce que ne pouvait l'être le mouvement qu'on peut qualifier de marxiste dans les arts à travers Sartre. Je pense que là, on est dans la détestation des fondements même de ce qui fait notre conception de l'art, de ce qui fait toute l'histoire de l'Occident. Et c'est ça que je trouve assez vertigineux. Mais je pense que c'est justement pour ça que l'œuvre d'art est aujourd'hui, en elle-même, la préservation de la possibilité d'une œuvre d'art me semble un combat. C'est-à-dire qu'il y a une détestation de la non-littéralité, une détestation du style, vous le disiez, une détestation j'allais dire, de l'individu dans son irréductibilité. Ce qui ressort de votre travail, c'est toujours justement cette ambivalence, cette noirceur, le fait d'aller chercher non pas les idées, mais l'insondable dans une âme humaine, ce qu'on n'arrive pas tout à fait à analyser. Oui, je me souviens d'ailleurs d'une scène où le personnage que je jouais dans Monsieur et Madame Adelman avait une aventure, une infidélité pendant l'accouchement du premier enfant qu'il avait avec sa femme, jouée par ma compagne à l'époque. Je me souviens de cette scène, et je me souviens d'ailleurs que je n'aimais pas ce que faisait le personnage, je n'aimais pas cette scène, et j'avais, contre les producteurs, contre beaucoup de gens dans l'équipe, etc., enfin contre l'avis même d'amis à moi, qui m'avaient dit, mais pourquoi? Et j'ai dit, parce que si j'parviens à renouer, à retrouver l'empathie du spectateur après ça, pour ce couple, j'aurais dit beaucoup de choses, j'aurais gagné un petit combat personnel contre cette façon de mettre des étiquettes sur comment il faut aimer, comment il faut se comporter, etc. Donc vous avez complètement raison, je passe mon temps, et aujourd'hui plus que jamais sur le tournage de Mascarade avec Isabelle et François Cluzet et Pierre Ninet, où en effet souvent on me dit mais pourquoi tu fais dire cette horreur là? Parce que il se trouve que moi dans ma vie j'ai toujours rencontré et aimé des gens paradoxaux, des gens complexes, des gens qui avaient des colères et en même temps qui étaient la tendresse incarnée, des gens qui avaient des zones d'ombre, qui avaient fait des choses pas bien et qui ensuite avaient fait des choses formidables. Et donc cette idée, si vous voulez, pour reprendre ce que vous venez de dire vous-même, de ne pas utiliser la force du cinéma, la force du récit, c'est-à-dire on peut rendre aimable ce qui ne l'est pas. Ma première pièce parlait quand même, Promenade de santé, d'une psychotique nymphomane et d'un alcoolique infidèle pervers narcissique. Ils se rencontraient en se présentant comme ça. Et j'avais 1h30 pour pouvoir faire en sorte que leur histoire d'amour nous émeuve. C'est la grande chance, je trouve, par rapport aux essais, par rapport au travail intellectuel pur, c'est la grande chance de la fiction, c'est que, enfin je trouve, c'est qu'on peut finalement faire de la philosophie appliquée, en tout cas de la psychologie appliquée, enfin en tout cas, oui, finalement dire quelque chose de très important, c'est-à-dire, oui, vous allez pleurer qu'ils se séparent, alors même que il ou elle se sont dit des choses absolument intolérables aujourd'hui, absolument injustifiables. On peut prendre du noir et le diluer dans le rose parce que la musique, parce que le jeu des acteurs, la direction artistique, le travail scénaristique vont permettre de rendre aimable ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire l'inverse, vous avez raison, de ce qu'a tendance à faire la société actuellement, à savoir de vouloir ne choisir et de ne revisiter que par une ligne
de la biographie, ou du caractère, ou du livre en question, ou du papier de Natacha, ou n'importe quoi, enfin bref, ou de l'interview de Nicolas, va revisiter entièrement la personne. C'est le grand truc d'ailleurs de Twitter que je ne saurais assez maudire pour Twitter, mais enfin je veux dire, c'est pas ceux qui l'ont inventé, ça c'est la marche du capitalisme, de l'innovation, on peut rien y faire. Mais quand même, cette saloperie qui a rencontré cette époque, et le fait que un tweet, alors vous savez leur grand truc, vous savez ça mieux que moi, mais oui, on devient sa phrase. Oui, tout à fait. On devient sa mauvaise réplique sortie du contexte. C'est affreux. Pas seulement sa mauvaise réplique, on devient aussi, j'allais dire, une prise de position qui est extraite de son contexte. Quand vous publiez sur Instagram ce texte sur la liberté, tout simplement, embrassez-vous, vivez, pourquoi l'avoir fait? Parce que vous vous en prenez mais plein la figure derrière, surtout dans un moment d'hystérie totale, où justement ce virus nous a confrontés à des choix fondamentaux sur le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport au risque. Et là, tout à coup, vous devenez l'ignoble qui a voulu que des gens crèvent. Oui, oui, oui. Au moment même où j'ai envie d'hurler la vie, je me retrouve accusé d'être un semeur un semeur de mort, oui, oui. Tout ça est très complexe, et j'ai fini, après m'être énormément interrogé, parce que ça m'a... Parce que je vais vous prouver, si des fois j'en ai besoin, parfois mon énorme candeur. Je dois avouer que j'ai été très surpris quand même. Je savais que ça serait compliqué, d'ailleurs c'est écrit dans le texte, et que voilà, et que ça serait sportif derrière, mais enfin pas à ce point-là. Et donc je me suis énormément interrogé. Aujourd'hui, j'ai pris le parti, ce qui m'arrange, voilà, d'épouser la complexité que j'avais dans le crâne à ce moment-là. J'étais en deuil, je me souviens très bien de l'hommage rendu rétrospectivement à mon parrain Jean-Louis Dabadi, qui nous a été, comment dire, rapté par le virus, puisqu'on n'a pas pu le voir, on n'a pas pu profiter de lui, on n'a pas pu lui dire combien on l'aimait. Enfin voilà, il est un peu parti comme un chien. Et du coup, ouais, la colère s'est emparée de moi. Je dois quand même dire que je ne suis pas certain que j'aurais écrit ce texte-là 3 semaines plus tard. C'est-à-dire qu'il arrive un peu juste avant la seconde vague. Je n'en regrette pas moins ce qu'il dit au fond. À savoir qu'on a le droit de s'interroger sur cette, quand même, tendance à, pour préserver la vie, la priver de tout ce qui lui confère du sens. Ça, c'est quelque chose sur lequel les philosophes, les écrivains, tout ça, vont devoir quand même plancher quelques années. Parce que, d'accord, vivons sans vivre. Moi, c'est une époque qui m'a mis par terre sur le plan philosophique, sur le plan de ce que je pense des gens. J'ai vu des choses qui me... Parce qu'on a vu dans ma sortie quelque chose d'égoïste, de suicidaire, de criminel même pour certains. Et moi, j'ai vu aussi autour de moi, comment dire, des gens faire le deuil de leur vie. Sans rechigner, sans même se plaindre. Je ne savais pas à quel point les gens pouvaient vivre avec finalement si peu de réjouissance affective, culturelle, intellectuelle. Le côté, oh bon, moi, de toute façon, ma belle-mère peut venir le dimanche pour garder le petit, donc ça va. Et puis, il y a quand même Jean-Marc qui reçoit ses aides, donc bon, moi, ça ne change pas grand-chose, ma vie, ça va. Cette espèce de... Oui, je trouve que ça a mis la lumière quand même sur le fait qu'une très grande partie, et là pour le coup on a le droit de dire que j'étais
coupé du réel, hors sol, comme disent les jeunes. Je ne pensais pas qu'il y avait finalement des gens dont la conception de la vie était aussi étroite, aussi, et j'ose le mot à dessein, parce que je pense qu'il y a aussi une grave discrimination sociale, dont la conception de la vie était aussi pauvre. Pauvre. Oui. Oui. Pauvreté qui, justement, ne peut sans doute être combattue que par une proposition artistique, Oui. la possibilité Oui. de faire comprendre Oui. que la vie a un sens. Oui. Que, justement, la passion, l'émotion sont ce qui, ou les idées, l'engagement sont ce qui nourrissent Oui. une vie. Comment on fait aujourd'hui pour faire comprendre ça? C'est-à-dire comment on lutte contre un système entier qui fait que la plupart des gens sont incités à survivre et à consommer? Oui. Vous En tout vous cas, pensez pouvoir y arriver, enfin pouvoir participer avec votre travail? C'est parfaitement expliqué, en tout cas ma démarche, à travers les 4 films que j'ai faits. Ça n'est que ça. Avec plus ou moins oui, enfin, je pense pas, moi, véritablement à l'importance, à l'influence des artistes. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une influence individuelle. Il n'y a pas une journée où je ne reçois pas des gens qui me disent avoir voulu déclarer sa flamme ou rompre, parce que l'amour justement qu'ils vivaient n'était pas parce qu'ils ont vu Adelman ou La Belle Époque, et j'espère que Mascarade les accompagnera dans ce sens-là, c'est-à-dire l'apologie, et mon tweet sur Instagram n'était que ça, l'apologie de l'intensité de la vie, du romanesque, de l'imagination, du non-reniement de soi-même, essayer, parce que je suis moi-même plutôt dépressif, plutôt de peine à jouir, j'écris des films qui à moi-même, tendent à me rappeler qu'on peut faire quelque chose de pas mal, et ça coûte pas forcément beaucoup d'argent, que d'aller traquer la beauté de la vie. Vous avez trouvé votre langage avec le cinéma? Parce que vous avez d'abord écrit des pièces de théâtre, écrit des livres, des chroniques, Oui. exactement. J'ai l'impression que le cinéma correspond sans doute mieux à la façon dont vous voulez traduire cette intensité. Il a un avantage, le cinéma, par rapport à la littérature, qui est quand même mon échec, mon regret pour l'instant, et qui peut-être, voilà, un regret qui soit s'estompera, soit un jour me confrontera véritablement, parce que c'est quand même... Pourquoi c'est un échec? Parce que concrètement, La Belle Époque et Mascarade, que je tourne actuellement, sont 2 adaptations de livres que j'ai pas réussi à terminer. Donc je suis quand même l'adaptateur principal de mes brouillons foireux. J'ai jamais réussi à aller au bout d'un roman. Vous m'y avez pourtant bien encouragé à une époque, mais j'ai essayé. Je me perds toujours dans les dédales des stylistiques. Je crée spontanément trop de personnages, trop de monologues intérieurs. Je n'ai pas je crois maîtriser le travail scénaristique. Parce que voilà, on sait ce qu'on maîtrise plus ou moins, la forme qu'on maîtrise plus ou moins. Je ne maîtrise pour l'instant pas suffisamment, en dépit de mes efforts, de mes lectures permanentes, je crois de mes exercices perpétuels, je maîtrise moins la narration romanesque, parce que le livre me donne trop de liberté. Un peu comme... certains débats philosophiques sur la liberté actuelle qui a tué le mariage, qui a tué l'amour, etc., et qui finalement n'a pas forcément créé plus de bonheur que ça. Le nombre de gens que j'ai autour de moi qui me disent parfois il y a trop de possibilités affectives, amicales, et je me suis perdu, je me suis fourvoyé dans la... le roman, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de la nécessité, il n'y a pas cette espèce d'injonction rythmique que je ressens
tout de suite quand je me mets à la table de travail pour écrire un scénario, où là, pour le coup, les images se mettent en place et je sais à peu près que la présentation doit durer tant, qu'il faut réveiller l'intrigue à tel endroit pour pouvoir dire ce que j'ai à dire depuis le début, que la double fin, toutes ces choses-là, j'en connais à peu près les outils, voire même je peux aujourd'hui m'en amuser. Enfin bref, je sais faire le job. Les romans, non. Mais pour revenir, oui, le cinéma est mon, comment dire, pour l'instant, je pense, est un bel outil de ce dont on parlait, parce qu'il y a l'apport à la fois de la musique et le montage. C'est quand même une énorme arnaque, un film. Et c'est ça que j'aime bien, les romans aussi, toute œuvre artistique, selon moi, est une manière d'imposer son projet. D'imposer son projet de façon très, très, très opportuniste. Et moi, je sais très bien ce que je veux faire ressentir, et je fais tout pour y parvenir sans que ça se voit. Donc c'est quand même... c'est malhonnête, la création artistique, mais à des fins qui sont totalement positives, parce que moi, vous connaissez mon dessin. Mon dessin, encore une fois, il est de faire aimer le mal aimable. Julia Ducournau, en recevant sa Palme d'Or, a dit « Faites rentrer les monstres ». On n'est pas obligé de leur mettre des bouts de métaux dans le corps et de les triturer pour faire rentrer les monstres. Les monstres, ils sont partout, y compris dans le cinéma de Claude Sautet, y compris dans le cinéma qualifié de bourgeois. C'est même là qu'on les trouve dans toute leur subtilité. Oui. C'est dans la chronique bourgeoise, dans les drames familiaux. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous allez voir, là, ce que je suis en train d'essayer de vous cuisiner. J'aime mes personnages, et j'aime des personnages qui sont aux antipodes de ce qu'on a tendance à aimer aujourd'hui. C'est comme ça. Je m'en fous. L'important, sinon je ferais d'ailleurs j'irais écrire des livres. Si des fois, ce mouvement dont on parle finissait par avoir la peau de certaines œuvres, ce qui ne se dessine pas, hein, parce qu'il y a quand même des poches de résistance. Je pense au métier que je fais, mais je pense à toutes sortes de gens et de milieux. Mais si des fois, dans une sorte d'uchronie un peu négative, un peu cauchemardesque, ces mouvements finissaient par empêcher des œuvres comme les miennes ou d'autres de naître, on écrit des livres. Est-ce que c'est pas par la politique des quotas qui est en train de se dessiner que ça risque de jouer sur votre travail? C'est-à-dire si on décide du nombre de femmes qu'il faut, du fait qu'il faut que dans le scénario, il y ait la défense de telle ou telle idée, ce qui est en train de se préparer. C'est sûr que ça serait compliqué si c'était véritablement mis en place. C'est pas trop ce que j'entends, moi, pour l'instant. Hein. Mais voilà, je travaille avec des gens quand même qui sont des gros décideurs. Évidemment, les quotas sont nécessaires. Évidemment qu'il faut réfléchir à tout ça. Ça me paraît absolument nécessaire. Et on en a vu d'ailleurs parfois les effets positifs déjà. Mais en revanche, d'aller dénaturer une histoire qui, je veux dire, logiquement, ne peut pas incorporer la diversité sans ridiculiser ou rendre incrédible son message, ça c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas prévu et que je serais incapable de faire. Auquel cas, là, pour le coup, en effet, je passerai à autre chose ou je trouverai, je ne sais pas, quelque chose. Parce que, comment vous dire, vous ne me verrez pas faire des films sur la diversité, sur les banlieues. Je trouverais ça absolument indécent. Je parle de ce que je connais véritablement. Et le fils de bourgeois torturé et relativement cultivé que je suis n'a absolument rien à dire sur certains milieux sociaux que je n'ai pas éprouvés dans ma chair. Je trouverais cette démarche bien plus indécente et bien plus odieuse que celle qui est la mienne aujourd'hui, qui consiste à parler d'amour, d'ennui, de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie d'ailleurs, ou de la grande, ou de la célébrité, ou des affres de la création artistique, enfin toutes ces choses-là sur lesquelles j'ai quelque chose à dire au public.
et c'est ma fonction de dire des choses. Alors, ça n'empêche pas certains de mes camarades de faire preuve d'un grand talent en parlant des esclaves au XVIIIe siècle, en écrivant des romans ou des nouvelles sur des milieux qui ne sont pas les leurs. Moi, non, jamais. Je peux vous le signer aujourd'hui, vous ne me prendrez jamais en flagrant délit d'opportunisme thématique, parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et surtout, je ne vois pas en quoi ça serait positif pour les gens d'avoir une proposition de plus d'un type qui forcément ira gratter dans des recoins très sombres de sa mémoire. Donc ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, c'est surtout la liberté, si j'ai bien compris. La liberté qui est très, très, très mise à mal. Vous le savez bien, vous êtes une des ferrailleuses, une de mes ferrailleuses préférées avec Caroline Fourest et peu de gens finalement à traquer le recul quasi hebdomadaire, sinon quotidien, de la liberté, au nom de choses. Parce que revenons quand même un peu, parce qu'on a l'air un peu d'être là dans la plainte. On a 5 minutes, hein, vous inquiétez pas. À moins que vous ayez un train, vous, ou un truc tout de suite. Mais on est là en train beaucoup évidemment, de s'inquiéter et de se plaindre, etc. Ce qui est le plus douloureux, moi, je trouve, dans tout ça, c'est que c'est fait au nom de choses qu'on peut appeler de nos voeux. C'est ça qui est terrible. Et c'est là où je trouve que le parallèle, il est banal, je le sais bien, mais enfin c'est le seul que ma petite culture ne cesse de faire, avec la Révolution française, me paraît toujours et toujours flagrant. Voilà, c'est que c'était plutôt pas mal de faire en sorte de destituer cette espèce de vieille famille de mou du genou qui végétait, qui chassait pour l'un à Versailles et qui pour l'autre faisait semblant d'être une bergère au Petit Trianon. C'était pas mal que ces gens-là arrêtent de prendre ou de ne pas prendre certaines décisions. Malheureusement, on s'est mis à décapiter tout le monde, y compris à s'entretuer en soi, etc. Ce qui se passe en ce moment est terrible parce que je vois par exemple ma marraine adorée Gisèle Halimi citée comme mentor, comme lumière, par une Alice Coffin qui dit des choses qui auraient fait s'étrangler Gisèle. Tant c'est binaire, névrotique, et pour finir, totalement con. Donc, et assez triste. Et ça, Gisèle Halimi, évidemment, je fais très peu long sur ces sujets-là, étant mal placé pour parler du combat des femmes, mais je suis, pardonnez-moi, mais quand même un témoin privilégié de cette personne. C'est la vie qui en a décidé ainsi, j'y peux rien. Et c'est la seule chose qui me donne le droit de l'ouvrir là-dessus. Gisèle, ce dont vous parliez, la simplification de la pensée, la diminution, la réduction des hommes, c'était pas son credo, du tout. Elle était pour le débat offensif. Elle était pour des choses qui pouvaient paraître violentes à l'époque aux hommes, mais dans le débat, et j'ai même envie d'ajouter, dans une certaine séduction. Gisèle était une femme pour qui les rapports de séduction intellectuelle étaient très importants. Et elle adorait d'ailleurs discuter avec des hommes hermétiques à certains de ses discours. Et ça pouvait d'ailleurs monter dans les tours, mais avec elle, ça finissait toujours dans une sorte de... On était embarqué par le charme assez proverbial qu'elle portait en elle. Écoutez, Nicolas Bedos, merci beaucoup. On va juste rappeler que OSS 117 est certes un film antiraciste, féministe, mais c'est avant tout un film drôle et de l'excellent cinéma, avec des scènes d'anthologie qui ont dû faire plaisir à Dujardin, parce que quand même, sauter dans un hélicoptère, c'est jouissif. Donc bravo pour ce film. Merci beaucoup.